Vous le connaissez ce bureau, non? C'est le bureau ovale, celui du président des États-Unis dans la Maison-Blanche. Alors à votre avis, il se passe quoi là-dedans? On prend des décisions qui changent le monde, on entre en guerre, on signe des papiers. Oui, entre autres. Mais on y fait aussi des trucs un peu plus dénudés. Évidemment, ça, on n'est pas censé le savoir. Sauf qu'un jour, on va justement tout savoir. Et l'un des hommes les plus puissants du monde va chuter de très haut. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire, un scandale cette fois, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous ne connaissez sûrement pas les détails, et ils valent le coup. Juste avant, très rapidement pour m'aider, vous pouvez vous abonner, et en plus comme ça vous raterez pas les autres vidéos, merci beaucoup. À l'été 1995, Washington DC suffoque sous une chaleur étouffante, et dans les couloirs climatisés de la Maison-Blanche, l'effervescence est palpable. Bill Clinton entame sa 3e année de mandat présidentiel. Après un début difficile marqué par l'échec de la réforme de la santé de sa femme, Hillary, et la perte du Congrès aux mains des républicains en 1994, sa popularité remonte lentement. L'économie américaine se porte bien et tout semble sourire au 42e président des États-Unis, même s'il traverse une période difficile au niveau privé. En effet, sa mère, Virginia, est morte en janvier 1994, et les enquêtes sur l'affaire Whitewater s'intensifient. Pour ceux qui l'ignorent, c'est une histoire d'investissement immobilier douteux réalisé lorsqu'il était gouverneur de l'Arkansas. Quoi? Comment ça? Un homme politique impliqué dans des affaires douteuses? Bon, faut bien un scandale pour marquer l'histoire. Chirac avec les emplois fictifs du RPR, Sarkozy avec ses comptes de campagne un peu dopés, ou même Nixon avec le Watergate. Sauf que Billou s'y attend pas, mais son gros scandale, ça va pas être celui qu'il pense. Quoi qu'il en soit, à ce moment, Kenneth Starr, le procureur indépendant nommé en août 1994, scrute chaque aspect de la vie des Clinton. Et il n'est visiblement pas homme à accepter des faveurs ou des pots de vin bien placés. Kenneth a des origines modestes, et il ne doit sa réussite qu'à son travail acharné et à sa rigueur. Le procureur a vu le jour dans une famille profondément religieuse, et c'est au fil du temps qu'il a gravi tous les échelons du système judiciaire américain. Ancien juge fédéral, puis procureur général sous George Bush père. Pour résumer, il est réputé pour être à la fois un juriste brillant et un républicain conservateur assez inflexible. Initialement, sa mission était d'enquêter sur les investissements des Clinton dans la société Whitewater Development Corporation, ainsi que sur la mort étrange de Vince Foster, l'ancien associé d'Hillary à Little Rock, devenu conseiller adjoint à la Maison-Blanche. Mais Kenneth possède aussi des pouvoirs étendus qui lui permettent d'explorer toute piste intéressante qui se présente à lui. C'est dans ce contexte qu'une jeune femme de 22 ans fait son entrée dans le temple du pouvoir américain. Une dénommée Monica Lewinsky vient de décrocher un stage non rémunéré dans l'équipe de Leon Panetta, le chef de cabinet présidentiel. Monica est issue d'une famille aisée de Beverly Hills et a grandi dans le confort californien. Son père Bernard est un oncologue respecté, fils d'immigrés juifs allemands arrivés aux États-Unis dans les années 1920. Sa mère, Marcia, est une écrivaine reconnue, qui est de tous les rassemblements mondains. Les parents de Monica ont divorcé quand elle avait 15 ans. Et cet événement l'a profondément marquée. Suite à cette séparation, elle a grandi entre Beverly Hills et Brentwood, où elle a fréquenté de prestigieuses écoles privées. En 1993, elle a décroché un diplôme de psychologie à l'université de Portland en Oregon. Mais c'est pas ce domaine-là qui intéresse réellement Monica. Depuis son adolescence, elle se passionne pour la politique. Donc sans surprise, le stage qu'elle vient de décrocher représente l'opportunité de sa vie. La jeune femme voit en cette expérience un éventuel tremplin vers une carrière dans la communication gouvernementale. Il est à présent possible pour elle d'approcher le pouvoir, de côtoyer l'élite politique, peut-être même d'apercevoir le président des États-Unis. Et elle va bien l'apercevoir. Faut bien le reconnaître, tout ça, ça reste fou comme idée. Sauf qu'elle est bien loin de se douter que son rêve va se transformer en cauchemar médiatique quelques années plus tard. Les premiers mois de son stage se déroulent normalement, pour ne pas dire au mieux. Monica travaille dur dans l'équipe de Leon Panetta, et malgré son jeune âge, elle fait ses preuves jusqu'à parvenir à se faire remarquer positivement par ses supérieurs. Par conséquent, en décembre 1995, on lui offre un poste rémunéré cette fois au bureau des affaires législatives de la Maison-Blanche. Son travail consiste principalement à faire la navette entre les différents bureaux pour apporter du courrier aux membres du Congrès et à gérer des dossiers législatifs. Monica est ambitieuse et extravertie. Donc elle noue rapidement des relations avec d'autres employés de la Maison-Blanche, y compris avec Betty Currie.
la secrétaire personnelle du président. Bon, pour résumer, tout le monde fait confiance à Monica. La jeune femme est même autorisée à livrer des pizzas au bureau ovale, lors des longues soirées de travail qui s'éternisent. Et c'est justement à l'une de ces occasions que tout bascule pour elle. Le soir du 15 novembre 1995, l'administration fédérale connaît un arrêt budgétaire orchestré par les républicains. Ils refusent de voter le budget présenté par Clinton, et il s'ensuit une paralysie gouvernementale qui réduit drastiquement le personnel présent à la Maison-Blanche. En tant que stagiaire récemment promue, Monica est l'une des rares personnes autorisées à rester pour assurer la continuité du service. Bon, en même temps, avec son salaire de presque $0, c'est pas elle qui allait sauter. Elle se voit alors confier une mission capitale, remplir le bide du président des États-Unis avec de la pizza. Quand elle arrive au bureau ovale avec une part de pizza, Bill Clinton est là. Le président est fatigué par les négociations politiques incessantes avec le Congrès républicain. Mais surtout, il est seul. Clinton, habituellement entouré d'une armée de conseillers, se trouve exceptionnellement isolé. Monica n'est pas insensible à son charisme légendaire. Et il est vrai qu'à 49 ans, le président est un homme particulièrement attirant. Il a un sourire ravageur, doublé d'une capacité à faire ressentir à son interlocuteur qu'il ou elle est la personne la plus importante au monde. Monica sait qu'elle n'aura peut-être jamais de deuxième chance d'être seule avec Clinton. Alors elle joue ses cartes et lui montre discrètement le haut de son string en repartant. Un geste spontané et séducteur qui fait son effet, parce qu'après ça, le président la contacte. Ah mais ça marche vraiment comme ça alors? Il fait pareil, monsieur Macron? Bon, ce qui se passe par la suite marque le début d'une liaison qui changera le cours de l'histoire américaine. Entre novembre 1995 et mars 1997, Monica et Clinton ont 9 rencontres intimes, dont 7 durant lesquelles Hillary est à la Maison-Blanche pendant au moins une partie de l'acte. Principalement dans le bureau ovale et une petite pièce attenante utilisée par les assistants présidentiels. Ces rencontres impliquent des actes sexuels oraux et des attouchements, mais jamais de rapport sexuel complet. Pour Monica, c'est bien plus qu'une aventure, parce qu'elle tombe profondément amoureuse de l'un des hommes les plus puissants du monde. Elle se prend à rêver d'un avenir avec lui, et va jusqu'à imaginer qu'il pourrait quitter Hillary pour se mettre en couple avec elle une fois la présidence terminée. Les amants se rapprochent jusqu'à se faire régulièrement des cadeaux. Clinton offre une broche, un livre de poésie de Walt Whitman et même une boîte de cigares cubains à Monica. La jeune femme, de son côté, lui donne une cravate, des romans et des objets personnels. Clinton et Monica se téléphonent tard le soir, quand Hillary n'est pas dans les parages. Le président appelle même parfois sa maîtresse depuis Air Force One, lors de ses déplacements officiels. Sans réelle surprise donc, leur relation n'échappe pas au regard perçant de l'entourage présidentiel. Leon Panetta et Evelyn Lieberman, la chef de cabinet adjointe, commencent à s'inquiéter de la présence trop fréquente de Monica près du bureau ovale. L'équipe de Clinton sait que le moindre scandale sexuel pourrait compromettre son éventuelle réélection en 1996. D'autant plus que le président a déjà fait l'objet d'accusations d'infidélité par le passé. On peut notamment citer l'affaire Jennifer Flowers, qui avait éclaté pendant sa campagne en 92. Putain, il tire à vue, c'est dingue. C'est pas président qu'il fallait faire. Des mesures sont donc prises pour éviter qu'un nouveau dérapage ne soit rendu officiel. En avril 1996, Monica est brutalement transférée au Pentagone. La raison officielle de cette mutation, c'est qu'on lui a donné une promotion au poste d'assistante de Kenneth Bacon, le porte-parole du ministère de la Défense. En réalité, il s'agit évidemment d'un éloignement forcé orchestré par Evelyn, qui pense que Monica a un comportement inapproprié et immature, en plus de négliger son travail. Cette dernière vit ce transfert comme un déchirement. Elle supplie Clinton de la faire revenir et lui écrit des lettres d'amour passionnées. Mais le président, conscient du danger qu'il encourt, décide de garder la distance. Et puis, disons-le franchement, il ne partage pas les sentiments de Monica. Il lui promet cependant de la faire revenir à la Maison-Blanche s'il est réélu en novembre 1996. Et il tient parole. Enfin, à moitié. Après sa réélection triomphante face au républicain Bob Dole, Clinton retrouve Monica à plusieurs reprises, avec la complicité de Betty, sa secrétaire. Mais au fil du temps, leurs rencontres deviennent de plus en plus espacées et tendues, parce que le président réalise que cette liaison met sa carrière en danger. En mars 1997, Clinton et Monica partagent une dernière rencontre intime. Puis il met définitivement fin à leur relation physique. La pilule est difficile à avaler pour la jeune femme, qui espérait encore dur comme fer pouvoir retourner un jour à la Maison-Blanche. Au lieu de ça,
Elle se retrouve définitivement reléguée au Pentagone, où elle occupe un poste d'assistante du porte-parole, sans grand intérêt. Frustrée et malheureuse, elle recherche désespérément une oreille attentive pour se confier. C'est là qu'elle va rencontrer celle qui deviendra d'abord sa confidente, puis sa pire ennemie. Linda Tripp a 47 ans quand elle croise la route de Monica en avril 1996. Cette fonctionnaire de carrière, qui a plus de 20 ans d'ancienneté, a travaillé sous plusieurs administrations et connaît parfaitement les rouages du pouvoir washingtonien. Pour faire simple, chantage, chantage, chantage. Linda est issue d'une famille de la classe moyenne du New Jersey. Elle a commencé comme secrétaire dans les services secrets de l'armée à Fort Meade avant d'être transférée au Pentagone en 1987. 3 ans après, en 1990, elle a obtenu un poste à la Maison-Blanche sous George Bush père, où elle a travaillé dans l'équipe du conseiller juridique. Quand Bill Clinton a pris ses fonctions en 1993, Linda a fait partie des rares employés républicains à être maintenus en place par la nouvelle administration. Beaucoup de choses l'opposent à Monica, qui est jeune, belle et pleine d'ambition. Linda est plus âgée, corpulente et surtout désabusée par ses années passées dans l'administration. L'amertume de l'une rivalise avec la fraîcheur de l'autre, sauf que psychologiquement, elles se complètent. Monica n'hésite pas à se confier en long, en large et en travers quand elle se sent en confiance. Et Linda adore les ragots. Elle raffole des secrets d'autrui. Quand Monica arrive au Pentagone après sa mutation forcée, Linda travaille dans l'équipe de communication. La nouvelle recrue, alors isolée et malheureuse, trouve en sa collègue une figure maternelle qu'elle pense bienveillante. Les appels que les deux femmes se passent durent souvent des heures entières, au cours desquelles elles se racontent tout. Enfin, l'une parle quand même beaucoup plus que l'autre. Monica révèle tout à Linda au sujet de sa liaison avec le président, de ses espoirs de le revoir, ou de ses frustrations, amoureuses comme professionnelles. Elle détaille ses rencontres intimes avec Clinton, parle des cadeaux qu'ils se sont offerts, et confie son envie d'avoir un jour une vraie relation avec lui. Linda écoute patiemment, compatit et donne des conseils. Elle encourage même Monica à garder précieusement les présents qu'elle a reçus de la part de son amant. Plus troublant encore, elle la pousse à conserver une robe bleue qui a été tachée lors de l'une de leurs rencontres intimes de février 1997. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous pouvez comprendre vous-même de quel genre de tâche il s'agit. Elle aurait pu l'amener au pressing quand même, hein. C'est pas terrible. En fait, Linda assure à Monica que ça pourrait servir de police d'assurance si jamais Clinton la trahissait. Ce que la jeune femme ignore totalement, c'est que son amie nourrit une haine profonde envers le président et son administration. Elle les considère comme des parvenus immoraux, qui ont souillé la dignité de la Maison-Blanche. Ses convictions religieuses et conservatrices sont régulièrement heurtées par le comportement du président. Forcément, quand Linda apprend qu'il a eu une liaison avec une stagiaire, ça va pas en s'améliorant. D'autant plus qu'elle a déjà tenté de nuire au Clinton par le passé. Elle a été jusqu'à entrer plusieurs fois en contact avec des journalistes conservateurs pour essayer de faire éclater des scandales. Linda travaille même secrètement sur l'écriture d'un livre à charge contre l'administration Clinton. Ah oui, et précision importante, elle est la dernière à avoir vu vivant Vince Foster le 20 juillet 1993 et sa mort l'a profondément marqué. Ça n'a pas dû l'aider à apprécier la famille Clinton. Linda a d'ailleurs toujours affirmé que des circonstances troubles entouraient la mort de son collègue. Pour en revenir à notre affaire, c'est en septembre 1997 qu'elle franchit la ligne rouge, vu qu'elle commence à enregistrer secrètement ses conversations téléphoniques avec Monica. Cette décision n'est pas spontanée. Ça n'est en fait même pas vraiment son idée. Elle agit sur les conseils pressants de Luciane Goldberg, une ancienne journaliste devenue agent littéraire qui est accessoirement une farouche opposante des Clinton. C'est une figure sulfureuse du Washington conservateur. Dans les années 70, Luciane a travaillé comme informatrice pour l'équipe de campagne de Nixon et a espionné l'avion de presse du candidat démocrate George McGovern. À présent, elle est spécialisée dans les livres à scandale contre les Clinton. Il n'est donc pas surprenant que Luciane ait poussé Linda à enregistrer Monica. Selon elle, ces enregistrements pourraient corroborer les allégations contenues dans son livre en cours d'écriture. Ils pourraient même servir à faire tomber Clinton. En premier lieu, Linda hésite, consciente qu'enregistrer quelqu'un à son insu est illégal dans l'état du Maryland où elle réside. Mais Luciane la rassure.
L'enjeu politique justifie tout. Ainsi, des mois durant, la prétendue amie de Monica accumule méticuleusement des preuves. Linda enregistre 22 heures de conversation, durant lesquelles sa collègue détaille sa liaison avec le président. On l'entend clairement avouer ses sentiments les plus intimes et livrer des informations compromettantes sur l'entourage présidentiel. Dans ces conversations, Monica appelle affectueusement Clinton le grand lui, ou parfois l'idiot quand elle est en colère contre lui. Elle s'ouvre sans détour au sujet de leurs ébats, dit qu'elle espère récupérer un poste à la Maison-Blanche et confie même son projet d'écrire un livre sur leur relation. Linda joue parfaitement son rôle de confidente compréhensive. Elle encourage Monica à être patiente avec le président et lui prodigue des conseils pour le reconquérir. Mais en parallèle, Linda peaufine minutieusement sa trahison à venir. Elle prend contact avec un journaliste d'investigation au magazine Newsweek et commence à lui distiller des informations sur l'affaire. Linda évoque l'existence de la fameuse robe bleue tachée, allant même jusqu'à proposer de se rendre dans l'appartement de Monica pour la voler, afin de lui remettre. Cependant, elle n'aura pas besoin d'aller jusque-là, parce qu'en janvier 1998, un événement inattendu vient lui mâcher le travail. Monica a été citée comme témoin dans une autre affaire assez embarrassante pour le président, le procès intenté par Paula Jones. Paula prétend avoir été harcelée sexuellement par Bill Clinton, alors gouverneur, quand elle travaillait comme examinatrice de documents en mai 1991. Selon la plaignante, le président l'aurait fait monter dans sa suite d'hôtel lors d'une conférence officielle, puis il aurait baissé son pantalon et lui aurait demandé de lui faire une fellation. « Je suis pas forcément le plus grand séducteur, mais faites pas ça !» Paula affirme avoir refusé et être repartie immédiatement. Clinton, lui, nie catégoriquement toutes les accusations qu'elle porte à son encontre. L'affaire prend cependant une dimension politique quand elle dépose plainte en mai 1994, quelques jours avant l'expiration du délai de prescription. Elle réclame 700 000 $ de dommages et intérêts par le biais de 2 avocats financés par des organisations conservatrices hostiles à Clinton. Le procès de Paula Jones a créé un précédent historique. La Cour suprême a dû décider si un président en exercice pouvait être poursuivi civilement pour des actes commis avant sa prise de fonction. Le 27 mai 1997, dans un arrêt unanime, elle a statué que Bill Clinton n'était pas immunisé et devait témoigner sous serment. Les avocats de Paula ont donc cherché à établir un schéma de comportement sexuel inapproprié du président envers d'autres femmes. Ils ont alors dressé une liste de témoins potentiels, et le nom de Monica Lewinsky y a été inscrit suite à des fuites émanant de l'entourage de Linda. Cela dit, elle n'a rien révélé au sujet de sa liaison avec Clinton. Le 17 janvier 1998, le président se présente à Washington devant les avocats de Paula Jones pour faire une déposition sous serment. La séance dure 6h30. Et quand on lui demande s'il a eu des relations sexuelles avec Monica, Bill Clinton consulte longuement la définition légale de relations sexuelles fournies par les avocats. Cette définition, rédigée par le juge Susan Wright, inclut tout contact avec les organes génitaux, l'anus, l'aine, les seins, les cuisses intérieures ou les fesses, dans le but d'exciter sexuellement. Fort de cette définition, Clinton répond qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avec Monica. Il estime que recevoir une fellation ne correspond pas à la définition légale fournie, juste parce qu'il n'a pas touché Monica pour l'obtenir. Une interprétation pour le moins créative et une démonstration magistrale de mauvaise foi juridique. Le même jour, Linda en profite pour mettre son plan à exécution. Elle contacte Kenneth Starr et lui révèle l'existence de ses enregistrements secrets. Elle lui explique que Monica a menti dans son témoignage écrit pour l'affaire Paula Jones, parce qu'elle a nié toute relation physique avec le président. Kenneth comprend immédiatement l'aubaine qui se présente à lui. Ces enregistrements peuvent prouver que Clinton a menti sous serment, ce qui constitue un parjure et accessoirement un crime passible de destitution. Heureusement que ça n'existe pas en France, on aurait des présidents destitués toutes les semaines. Par conséquent, il demande immédiatement au panel de 3 juges fédéraux qui supervisent son enquête l'autorisation d'élargir ses investigations pour y inclure cette nouvelle affaire. Elle lui est accordée le 16 janvier. Kenneth a désormais entre les mains la preuve que le président a menti sous serment. Et le piège se referme sur Monica. Le 16 janvier, Linda lui donne rendez-vous au Ritz-Carlton de Pentagon City, soi-disant pour déjeuner entre amis. En réalité, elle a organisé cette rencontre uniquement pour ramasser encore plus de preuves contre Monica. Linda a même accepté de porter un micro pour enregistrer leur dernière conversation. Monica se présente en toute confiance, heureuse de retrouver celle qu'elle considère comme sa confidente. Elle a donc une sacrée surprise quand elle découvre que des agents du FBI l'attendent dans une suite d'hôtels
Linda l'a littéralement livré aux autorités comme un paquet. Pendant 12 heures, les enquêteurs de Kenneth questionnent Monica. Ils lui révèlent l'existence des enregistrements de Linda et tentent de la retourner contre le président. Ils lui proposent l'immunité si elle coopère et la menace de prison si elle refuse. Monica est anéantie. Elle comprend que celle qu'elle considérait comme une amie très proche l'a trahie d'une bien cruelle façon. Des mois durant, Linda a enregistré chacune de leurs conversations dans le but de faire tomber Clinton. Mais Monica refuse de coopérer. Malgré tout ce qui s'est passé, elle aime encore le président et refuse de trahir. Cette loyauté va lui coûter des mois d'enfer judiciaire et médiatique, parce que le lendemain, le scandale explose au grand jour. Quand l'affaire éclate, Matt Drudge n'est encore qu'un obscur agrégateur de nouvelles de 30 ans qui tient un site d'information conservateur appelé le Drudge Report depuis 1995. Cet ancien gérant de boutique de cadeaux au studio CBS s'est spécialisé dans les rumeurs politiques et les scoops non vérifiés. Les ragots, quoi. Le 17 janvier 1998 à 23h32, depuis son petit appartement hollywoodien, Matt publie un article qui va révolutionner le journalisme américain et changer l'histoire de l'information. Sa révélation tient en quelques lignes explosives. Le magazine Newsweek aurait en sa possession des informations sur une liaison entre le président Clinton et une stagiaire de la Maison-Blanche, mais hésiterait à publier l'histoire. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre sur Internet, ce réseau encore balbutiant que peu de gens consultent régulièrement. À l'époque, seuls 40% des Américains utilisent Internet, et l'idée qu'un site web puisse concurrencer les grands médias est révolutionnaire. Mais les journalistes politiques de Washington, eux, surveillent le Drudge Report, conscients que Matt a parfois de bonnes sources dans le milieu conservateur. Le lendemain, le 18 janvier, ce dernier révèle l'identité de cette stagiaire, Monica Lewinsky, 24 ans. Il évoque même la robe tachée conservée comme preuve. Les médias traditionnels, pris de court par leurs nouveaux concurrents numériques, se précipitent alors pour rattraper leur retard. Le Washington Post confirme l'histoire le 21 janvier avec la publication d'un article qui fait l'effet d'une bombe. C'est le début du rouleau compresseur médiatique. Monica, qui vivait jusque-là paisiblement dans son appartement de Washington, se retrouve soudain au centre d'un ouragan sans précédent. Des hordes de journalistes campent devant son appartement du complexe Watergate. Les paparazzis la traquent et les chaînes de télévision diffusent en boucle les rares photos d'elle qu'ils ont pu dénicher. Désespérée, elle est contrainte de se réfugier chez sa mère, Marcia, qui vit également au Watergate et ne sort plus que sous escorte d'avocats. Le 26 janvier 1998, Bill Clinton organise une conférence de presse depuis la Roosevelt Room de la Maison-Blanche. Debout à côté d'Hillary, qui soutient totalement son époux, il déclare solennellement qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Il assure également n'avoir jamais demandé à personne de mentir, en qualifiant toutes les allégations qui ont filtré dans les médias de fausses informations. Le ton employé par Clinton est ferme et son regard direct. Doigt pointé vers les journalistes, le président des États-Unis nie catégoriquement toute liaison et il le fait avec une conviction troublante. Le lendemain, le 27 janvier, Hillary contre-attaque sur NBC. Elle livre une interview mémorable, au cours de laquelle elle dénonce ce qu'elle appelle une vaste conspiration de droite orchestrée contre son mari depuis le début de sa présidence. L'expression « vaste conspiration de droite » entre immédiatement dans le vocabulaire politique américain. Pour les partisans des Clinton, elle résume parfaitement l'acharnement dont fait l'objet le président. Pour ses opposants, elle illustre la paranoïa et le déni dont font preuve les Clinton quand on les confronte à leurs propres erreurs. Pendant des mois, l'Amérique se divise selon des lignes partisanes qui préfigurent la polarisation politique actuelle. D'un côté, les démocrates, qui croient en leur président et dénoncent un acharnement politique orchestré par Kenneth Starr et les républicains. De l'autre, les républicains et les conservateurs, qui réclament la vérité et soupçonnent Clinton de mentir, comme il l'a toujours fait. Monica est prise entre deux feux et devient le personnage le plus détesté des États-Unis. Les médias rivalisent de misogynie et de mépris à son encontre. Le Wall Street Journal la qualifie de petite traînée, alors que le New York Times la décrit comme une stagiaire écervelée et prédatrice. Fox News va jusqu'à organiser un sondage pour demander aux téléspectateurs de noter son attractivité. Les médias américains des années 90, c'était quelque chose. Les comiques de télévision s'emparent eux aussi de l'affaire avec un sadisme consommé.
Jay Leno, David Letterman et tous les humoristes du late night américain multiplient les blagues douteuses sur Monica. Monica, qui rêvait de travailler dans la communication, se retrouve inemployable. Plus aucune entreprise ne veut l'embaucher et elle devient un paria social, obligée de vivre cachée, rongée par la culpabilité et la honte. Elle développe des troubles alimentaires, puis sombre dans une profonde dépression. Ses parents voient eux aussi leur vie bouleversée. Bernard, qui était jusque-là un oncologue respecté, voit ses patients fuir son cabinet. Quant à Marcia, elle devient persona non grata dans tous les salons où elle évoluait. Toute la famille de Monica est impactée par l'explosion médiatique de l'affaire, et ses amis d'enfance la fuient, parce qu'ils craignent d'être associés au scandale. Malgré son naturel sociable, elle est à présent complètement isolée, alors que Kenneth resserre inexorablement son étau autour d'elle. Il fait pression sur l'entourage de Monica pour qu'il témoigne, et tous ses proches sont convoqués devant le grand jury. L'objectif de Kenneth est de pousser la jeune femme à bout, pour qu'elle accepte de coopérer en échange d'une immunité. Le procureur convoque même Betty, la secrétaire personnelle de Clinton, pour qu'elle témoigne sur les visites de son ex-amante à la Maison-Blanche. Cette femme discrète et loyale, qui n'avait jamais cherché à attirer les projecteurs, se retrouve malgré elle au cœur du scandale. Les audiences du grand jury s'enchaînent dans le plus grand secret. Kenneth interroge les témoins sur les moindres détails de la relation entre Monica et Clinton. Il fait analyser les relevés téléphoniques, les registres de visite, les témoignages des agents des services secrets. Et surtout, il a une carte bonus, la robe bleue tachée. Monica a écouté Linda et l'a effectivement gardée dans son placard comme un souvenir sentimental de sa relation avec le président. En mai 1998, les avocats de la jeune femme entament des négociations avec l'équipe de Kenneth pour obtenir l'immunité de leur cliente. Elles durent des mois, ponctuées de fuites dans la presse qui maintiennent le scandale à la une, et pendant un bon moment, Monica résiste encore et toujours. Malgré la trahison de Linda, et même l'indifférence manifeste de Clinton quant à son sort, elle refuse de le désavouer. Cette loyauté désespérée illustre la complexité de leur relation et la naïveté de Monica face à la machine politique washingtonienne. Cependant, en juillet 1998, elle finit par craquer. Épuisée par des mois de pression judiciaire et médiatique, ruinée par les frais d'avocat et abandonnée de tous, Monica accepte la proposition de Kenneth Starr. Le 28 juillet 1998, elle remet la fameuse robe bleue aux enquêteurs. Une robe toute simple, achetée chez Gap, qui va pourtant changer le cours de l'histoire politique américaine. Les analyses ADN ne laissent place à aucun doute. Les traces ADN masculines présentes sur la robe bleue de Monica correspondent parfaitement au profil génétique de Bill Clinton. Le FBI obtient un échantillon de sang du président le 3 août 1998 et les résultats sont formels. La probabilité que cet ADN appartienne à quelqu'un d'autre que Bill Clinton est d'1 sur 7,87 trillions. Cette preuve scientifique irréfutable pulvérise la stratégie de défense du président. Il lui est désormais impossible de nier toute relation physique avec Monica. Clinton n'a plus d'échappatoire possible. Le 17 août 1998, il se présente devant le grand jury de Kenneth, contraint et forcé. Bill Clinton devient ainsi le premier président en exercice de l'histoire américaine à témoigner devant un grand jury qui enquête sur sa propre conduite. Par liaison vidéo depuis la Maison-Blanche, il doit répondre aux questions embarrassantes des procureurs pendant plus de 4 heures. La scène est surréaliste. Le président des États-Unis, assis dans un fauteuil face aux caméras, et interrogé comme un suspect des plus ordinaires au sujet de ses relations intimes avec une stagiaire. Son avocat l'assiste, mais face à l'accumulation de preuves, il ne peut pas faire grand-chose. Confronté aux résultats des analyses ADN qui l'incriminent, Clinton admet avoir eu des contacts physiques inappropriés avec Monica, mais il maintient obstinément sa version. Selon lui, ce qui s'est passé ne correspond pas à la définition légale de relation sexuelle utilisée dans l'affaire Paula Jones. Plus troublant encore, il se livre à une analyse sémantique qui restera dans les annales. Je déteste cette expression. Interrogé sur sa déclaration antérieure, à savoir « il n'y a pas de relation sexuelle », Clinton répond que cette phrase était techniquement vraie au moment où il l'a prononcée, parce qu'elle était formulée au présent. Cette défense, qui nie l'évidence tout en admettant les faits, choque profondément l'opinion publique américaine, parce qu'en fait, elle se sent prise pour une conne. Beaucoup y voient l'illustration parfaite du cynisme clintonien, cette capacité à manipuler les mots pour échapper à ses responsabilités. Le soir même, Clinton s'adresse à la nation depuis le bureau ovale.
Dans un discours de 4 minutes, il reconnaît publiquement sa liaison avec Monica Lewinsky pour la première fois, mais refuse de présenter des excuses détaillées. Pire même, au lieu de faire amende honorable, Clinton contre-attaque. Il dénonce l'intrusion dans sa vie privée orchestrée par Kenneth et appelle les Américains à tourner la page. Ce mélange d'aveux partiels et de victimisation aggrave son cas aux yeux des gens. Les réactions sont immédiates et dévastatrices, parce que même les démocrates proches du président expriment leur déception. Le sénateur Joe Lieberman, qui est pourtant l'un de ses fidèles alliés, dénonce publiquement le comportement de Clinton, qu'il qualifie d'immoral et de mensonger. Dans les sondages, la cote de popularité personnelle du président s'effondre, même si ses indices de satisfaction présidentielle résistent grâce à la bonne santé de l'économie. Monica, elle, témoigne devant le grand jury les 6 et 20 août 1998. Contrairement à Clinton, elle répond avec franchise aux questions des procureurs. Elle détaille leurs relations, reconnaît l'avoir aimé sincèrement et livre même des détails intimes comme l'utilisation d'un cigare cubain lors de leurs ébats. J'irai pas plus loin avec l'histoire du cigare. Ces derniers mots au grand jury résument sa douleur et l'impact de la trahison dont elle a été victime. Elle affirme qu'elle est vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé et qu'elle déteste Linda. En septembre 1998, Kenneth Starr remet son rapport d'enquête au Congrès. 445 pages qui décrivent de façon crue et explicite les rencontres entre le président et la stagiaire, agrémentées de 60 000 pages d'annexes incluant les témoignages et les preuves. Le rapport de Kenneth établit 11 chefs d'accusation potentiels contre Clinton, entre autres parjure, obstruction à la justice, entrave à l'enquête et abus de pouvoir. Kenneth Starr y décrit avec un luxe de détails les pratiques sexuelles du président, en justifiant cette façon explicite de décrire les faits par la nécessité d'établir la vérité juridique. Le rapport est immédiatement rendu public par le Congrès républicain et mis en ligne sur Internet. C'est une première dans l'histoire. Jamais des détails aussi intimes sur la vie d'un président n'ont été massivement diffusés auparavant. Et évidemment, l'affaire passionne les gens. Le site du Congrès a enregistré 20 millions de connexions dès le premier jour. Le rapport de Kenneth Starr devient un véritable phénomène de société. Publié en livre de poche, il se vend à des millions d'exemplaires. Des millions d'Américains se délectent de lecture sur la liaison présidentielle, transformant cette tragédie humaine en divertissement olé olé. Monica vit un calvaire sans précédent. Chaque détail intime de sa vie personnelle est étalé sur la place publique et ses pratiques sexuelles, qu'elle croyait privées, sont analysées par une tripotée d'inconnus. Elle devient la risée du monde entier, victime d'un voyeurisme collectif malsain. Le 8 octobre 1998, la Chambre des représentants vote l'ouverture d'une enquête formelle en destitution contre Bill Clinton. Les républicains, majoritaires depuis 1994, voient dans cette affaire l'occasion rêvée de faire tomber le président démocrate qu'ils détestent. Le 19 décembre 1998 devient un jour historique, parce que la Chambre vote la mise en accusation de Bill Clinton pour parjure et entrave à la justice. Les votes se font selon des lignes strictement partisanes. 228 voix républicaines contre 206 voix démocrates pour le parjure. 221 contre 212 pour l'entrave à la justice. Pour la deuxième fois de l'histoire américaine, après Andrew Johnson en 1868, un président est mis en accusation. Le procès s'ouvre le 7 janvier 1999 au Sénat, et pendant 5 semaines, les sénateurs débattent du sort de Clinton dans une ambiance aux airs de guerre civile politique. Les procureurs de la Chambre tentent de prouver que le président a commis des crimes assez graves pour mériter d'être destitué. Mais les démocrates du Sénat font bloc autour de Clinton. Ils reconnaissent ses erreurs morales tout en contestant le fait que celle-ci justifie une destitution. Ils dénoncent également les méthodes de Kenneth et la politisation excessive de l'affaire. Finalement, le 12 février 1999, le Sénat acquitte le président des 2 chefs d'accusation qui pesaient sur lui. Les votes sont assez serrés, 55 voix contre 45 pour l'acquittement sur le parjure, et 50 contre 50 sur l'entrave à la justice. Plusieurs républicains partagés ont rejoint les démocrates pour sauver la tête de Clinton. Il survit donc politiquement parlant, mais son image est durablement ternie par tout ce qui vient de se passer. Clinton continue son second mandat sous le poids du scandale, privé de l'autorité morale nécessaire pour mener de grandes réformes. Et il n'en a pas fini avec les démêlés judiciaires. En avril 1999, il est condamné pour outrage au tribunal et écope d'une amende de 90 000 $ pour le faux témoignage qu'il a produit dans l'affaire Paula Jones. La leçon à en tirer est claire.
mentir sous serment comporte toujours des risques. En janvier 2001, à la veille de quitter la Maison-Blanche, Clinton accepte un accord avec le barreau de l'Arkansas. Un accord inhabituel qui permet à tous d'éviter un procès. L'ancien président échappe à une inculpation historique, Kenneth Starr obtient enfin des aveux publics et l'Amérique peut tourner la page. La licence d'avocat de Bill Clinton est suspendue pour 5 ans et il paie 25 000 $ d'amende. En octobre 2001, il renonce également à son droit de plaider devant la Cour suprême, plutôt que d'affronter une procédure de radiation. Pendant ce temps, Monica tente laborieusement de reconstruire sa vie. Elle lance une ligne de sac à main appelée The Real Monica et devient porte-parole de la marque de régime Jenny Craig pour $1 million. Elle anime même une émission de télé-réalité sur Fox en 2003, mais elle reste marquée à vie par la révélation publique de sa liaison avec Bill Clinton. Partout où Monica va, on la reconnaît. Elle reste dans l'incapacité totale de trouver un emploi stable dans la communication, et encore plus dans la politique. En 2005, elle s'exile à Londres pour étudier la psychologie sociale, en espérant que ça permettra aux Américains de l'oublier un peu. Monica attend 2014 pour reprendre parole publiquement, et à partir de ce moment, elle réécrit totalement son histoire, pour donner un sens à son passé douloureux. La jeune femme humiliée se transforme peu à peu en une militante respectée pour la lutte contre le cyberharcèlement, qui se qualifie elle-même de patient zéro du harcèlement en ligne. Elle fonde sa propre société de production, contribue régulièrement au magazine Vanity Fair et devient même productrice d'une série qui raconte son histoire. En 2025, Monica a 51 ans et elle est à présent complètement assumée et épanouie. Bill Clinton, quant à lui, a aujourd'hui 78 ans et il reste une figure du Parti démocrate. Il dirige toujours sa fondation philanthropique et était encore sur le terrain pour soutenir Kamala Harris en 2024, malgré des problèmes de santé liés à son âge. Quant à Linda, après cette affaire, elle est devenue une paria. Chacun son tour. Poursuivie dans le Maryland pour enregistrement illégal, elle a finalement échappé à cette procédure judiciaire parce que Monica a refusé de témoigner contre elle. Linda a terminé sa carrière dans l'anonymat, et c'est en emportant avec elle ses secrets et ses regrets qu'elle est morte en avril 2020, à 70 ans. Kenneth Starr a poursuivi la sienne jusqu'à sa mort en septembre 2022, mais son nom est toujours indéniablement resté associé à ces investigations. L'affaire Monica Lewinsky a changé l'Amérique à jamais. Dans les couloirs du pouvoir, les secrets finissent souvent par éclater, mais ce sont rarement les plus puissants qui subissent les conséquences de ces scandales. Voici pour ce scandale d'État, on a un peu varié avec un autre thème, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, et je vous remercie d'être présent sous les vidéos et de m'avoir regardé. On se dit à très vite, bye.